Du lundi au vendredi sur Canal 2 International. Ça a tout à voir. Tout, Maria. Ce qui est arrivé à Eduarda m'a fait penser à moi et m'a fait penser à ma vie. À l'amour. Au bonheur. Si nous sommes malheureux, est-ce que ça vaut la peine de vivre? Teresa n'a rien à savoir. Rien du tout. Faites-moi le plaisir de sortir. Je ne veux pas que vous la perturbiez avec vos mensonges. Je dis la vérité. Et Gilda, vous aurez bientôt terriblement honte d'avoir douté de ce que je disais. Sortez. Mesdames et messieurs, bonjour. Le travail décent et surtout dans les entreprises de presse est une réalité au Cameroun. La question se pose en ce début de mois de mai où le travail et la liberté de la presse sont au cœur des préoccupations de la communauté internationale. Et c'est le sujet majeur de cette édition de Canal Presse dont voici le sommaire de Ghislain Pierre-Isson. Pardon pour les travailleurs qui ne sont pas concernés par la façon atypique dont le Cameroun célèbre le 1er mai. Les travailleurs battent le macadam là où il existe, arborant les couleurs des employeurs. Après, il y a des agapes de nourriture terrestre. Pourtant, le Labor Day aux États-Unis d'Amérique est simplement commémoré. En France, même si le gouvernement Vichy a transformé le 1er mai en fête, il y a tout de même des manifestations d'ouvriers. Chez nous, on ne célèbre pas le bourreau, mais c'est tout comme. Le patronat, puisqu'il s'agit de lui, a à son tour à comptabiliser le temps légal du travail des travailleurs. En vérité, l'autre question est relative au temps, non pas au travail, mais du travail. 40 ou 35 heures de travail par semaine, que rend réellement le fonctionnaire camerounais à l'État. Ça aussi, c'est important. Et il n'y a pas plus que la presse camerounaise qui l'a compris, elle qui a fait une espèce d'aggiornamento le 3 mai dernier. J'en emprunte à Aban Mana, le président de la Fédération des éditeurs de presse du Cameroun, ainsi devenu, heureusement, un mémorandiste. Pour qu'enfin, Paul Biya prenne financièrement soin du seul service public laissé pour compte. Comme le directeur de publication d'à côté, Aimé Robert Biyina de l'UPF Cameroun a affirmé que ce qui manque le plus, c'est l'argent. Le SNJC de Denis Kwebo, voyant en Paul Biya le premier acteur pour clochardiser la presse camerounaise. Pourtant, tout l'arsenal juridique montre bien une liberté proclamée qui côtoie une disette économique et un statut imaginaire du journaliste camerounais. Et pour bien s'en convaincre, voyons qui sont modérateurs de la conférence Investir au Cameroun, terre d'attractivité. On le présente comme un sage africain qui ne va pas chez les voisins pour des visites. Une presse le dit d'ailleurs assez souvent absent aux rendez-vous internationaux. Soit. Mais Paul Biya du Cameroun était bien au Nigeria voisin, près de 10 mois après la visite d'État que le président Bouhari effectuait au Cameroun en juillet 2015. La sécurité et le développement économique comme centre d'intérêt. La nouvelle alliance entre le Cameroun et le Nigeria est en marche, encore que le 14 mai prochain, une autre rencontre plus large est annoncée et une autre en juillet, cette fois un sommet tripartite pour les réfugiés, en vertu aussi de l'accord de 1963 sur la libre circulation des personnes et des biens entre les deux États. Cet accord déjà annoncé pour être révisé en juillet a encore fait l'objet d'une promesse. On dirait que la lutte contre Boko Haram seule réunit les deux pays. Et une fois la guerre achevée, on retournerait à la froideur habituelle. Simple question de journaliste. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous.
Merci Ghislain, Pierre et Sono. Et rendez-vous dimanche prochain. Nous évoquerons dans le reportage de la semaine cette mort sur un terrain de football vendredi dernier de cet international camerounais, Patrice Eken, donc, qui est mort à la 7e minute après son entrée dans l'ère du jeu. C'est un ancien du canon sportif de Yaoundé. Vous verrez donc les réactions de ses parents et des proches dans le reportage de la semaine. J'accueille sur ce plateau du débat Denis Kwebo, bonjour. Bonjour Carole. Merci d'être là. Vous êtes journaliste au quotidien Le Jour, mais c'est votre casquette de président du syndicat national des journalistes du Cameroun qui nous intéresse aujourd'hui. Et je commence avec vous par ces hécatombes, une fois de plus sur nos routes, des dizaines de morts cette semaine encore, des collisions entre porteurs à l'origine des drames, alors qu'on voit très bien que la prévention routière se multiplie sur les axes. Quel est le problème finalement? Bon, disons que si on veut rentrer sur la question de la sécurité routière sur la voie publique, on va arrêter beaucoup de gens. Ce qui est constant, c'est que le Cameroun enterre déjà beaucoup de ses fils parmi les meilleurs sur nos routes. On ne va pas être technicien pour dire que ce n'est pas la route qui tue. Nos routes sont mauvaises et beaucoup de nos chauffeurs aussi, nos conducteurs sont mauvais. Ce qui pose problème, c'est qu'il y a des institutions, des instances dans un pays qui gèrent ces questions-là. Et il faut peut-être penser à une phase répressive. La répression suppose que ceux qui laissent des trous sur des axes lourds pendant des années, alors qu'il y a du péage ou qui engraissent beaucoup de gens, devaient aussi répondre de leurs actes. Il faut sanctionner les fonctionnaires du ministère des Transports, du ministère des Travaux publics, qui font autre chose que d'entretenir les routes, alors que notre pays a voté effectivement des budgets pour cela. Les accidents de la circulation qui tuent, notamment sur les grands axes, se produisent à peu près aux mêmes endroits. C'est-à-dire que ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Mais le gouvernement dit que c'est parce que les gens font l'excès de vitesse. L'excès de vitesse ne peut pas objectivement occasionner un accident de la circulation si toutes les conditions de circulation sont réunies. C'est-à-dire si le chauffeur n'est pas sourd, s'il n'y a pas de trou qui oblige un chauffeur à mettre le pied brusquement sur le frein à 140 km/h, si la route est bonne. Moi, je dis parce qu'on a l'habitude de rouler sur des routes qui sont bien meilleures que celles du Cameroun, dans des pays qui ont moins d'argent que le Cameroun. C'est compris. Merci à vous d'être venu. Jean Takougan, bonjour. Bonjour, madame. Enseignant syndicaliste, vous êtes membre fondateur de la FESERS, la Fédération des syndicats des enseignants et de l'enseignement et de la recherche. Ouais. Vous êtes aussi militant du SIM, vous êtes même ministre dans le chef de cabinet, ministre en charge de l'éducation et de la formation. Vous êtes aussi enseignant de langue, anglais, français, allemand, mais c'est en français que vous allez vous exprimer aujourd'hui. Ouais, et je voudrais que vous réagissiez à ce résultat, ou ce classement de l'Office du bac rendu public cette semaine, au classement 2015 des établissements scolaires en fonction de leur taux de réussite. Le quotidien Mutation note que c'est le lycée de Kpang, dans le Djailobo, région du Sud, qui est classé dernier, avec 5,36% de moyenne. Et les filles sont toujours moins nombreuses que les garçons dans les salles de classe. C'est quoi le problème? Le problème, à quel niveau? Pourquoi les filles qui sont, par contre, majoritaires à cet âge-là, dans la population camerounaise, sont les moins nombreuses? Ça me surprend, c'est vous qui... Dans les salles de classe, il y a toujours plus de filles. Faites un tour dans les lycées de Yaoundé, vous verrez toujours qu'il y a beaucoup plus de filles. Mais je ne sais pas ce qui arrive au fur et à mesure qu'on monte. Mais dans le primaire, dans le secondaire, il n'y a plus de filles. Faites un tour, vous allez voir. Et au début, elles sont même très brillantes. Bon, qu'est-ce qui se passe? Mais à partir du moment où la puberté arrive... elles sont déroutées. Voilà, elles sont déroutées, et puis, ou on les déroute, ou elles sont déroutées. Et ça ne marche. Mais ce qui m'intéresse le plus sur le classement, c'est que ce classement montre effectivement que l'école de la République, l'école publique, dont l'école de la République ne vaut plus rien. Que l'État a totalement abandonné l'école. Parce que c'est un collège privé qui est premier. Parce que ce sont toujours les collèges privés tous les ans. Le collège Antabi, pour oui, les collèges privés qui sont toujours en tête, une dizaine. Et vous voyez, le meilleur lycée arrive 14e, 15e, alors que c'est l'État qui est là. Alors vous savez que c'est l'État qui est responsable de la qualité de l'éducation et même de l'offre d'éducation. Les collèges privés ne sont là que pour aider l'État.
Or, lorsque vous arrivez, ça ne sert à rien de mesurer les gens à la fin, alors qu'ils ne sont pas partis du même point. Comment est-ce que vous pouvez prendre un lycée qui a tout, qui a l'électricité, qui a les professeurs, qui a les bâtiments, qui a tout, et puis vous le classez avec un lycée qui a 3 professeurs qui enseignent dans toutes les classes? Donc le problème serait comment on le résout? Oui, mais le problème est que s'il faut classer, il faut donner le même départ à tout le monde. Il faut dès le départ même reconnaître que l'enseignement est un métier. Parce qu'au Cameroun, l'enseignement n'est pas un métier. C'est chacun qui peut être enseignant. S'il c'était un métier, comment vous pouvez accepter qu'on aille au village prendre les maîtres des parents pour enseigner à l'éducation de base? C'est comme vous voulez construire un immeuble, vous prenez quelqu'un qui n'est pas maçon pour venir mettre des fondations. Quelle sorte de bâtiment vous voulez? Donc vous posez le problème de la qualité de la ressource. Oui, et lorsque vous continuez jusqu'au bout, vous vous rendez compte que la plupart des enseignants aujourd'hui, c'est des gens qui ont échoué partout. Et ils y arrivent au hasard des débouchés. Et il n'y reste qu'en attendant de trouver mieux. Merci à vous d'être venu. Docteur Mabou, bonjour. Bonjour. Vous venez du ministère de la Communication, conseiller technique. Tout à fait. Du ministre de la Communication. Tout à fait. Alors, Kribi accueillera donc le monument de la mère de l'humanité. Vous en avez entendu parler. Tout à fait. Le quotidien de l'économie l'a annoncé à sa une cette semaine et précise que le Cameroun a été préféré au Ghana, à l'Éthiopie, à la Tanzanie par exemple, et que cela va drainer 12 millions de touristes, dont la destination de touristes Cameroun est garantie. Absolument. Mais avant de parler de Kribi et de la mère de l'humanité, je voudrais revenir sur ce qu'il a dit par rapport à l'éducation. Au Cameroun connaît une explosion démographique, 2% par an. Ça fait au moins 400 000 ou 500 000 enfants chaque année. Il faut les encadrer, il faut les envoyer à l'école. C'est extrêmement difficile. J'espère que ça ne m'amène pas à répondre. Non, alors, ce n'était pas le sujet du jour, s'il vous plaît. Docteur Mabou, vous permettez de réagir après, je vous en prie. 2 mots, non, juste 2 mots. Je vous inviterai à un débat sur l'enseignement. Oui, madame, mais je voudrais quand même dire 2 mots. Mais on revient à la mère le problème de l'école publique, c'est des classes pléthoriques. Malgré la construction des infrastructures, elle reste toujours insuffisante. Et l'école publique prend tout le monde, alors que les écoles qui arrivent en tête font une sélection à la base et continuent. Simplement, je voulais mentionner cela. C'est facile. On est d'accord là-dessus. Mais l'État n'a pas anticipé. Et donc pour la mère de l'humanité... Oui, parce que vous n'aviez pas le droit quand même de Absolument. Justement, non. Il fallait le dire quand les injustices sont... Quand des contre-vérités sont dites, c'est mon devoir quand même. Ce ne sont pas des contre-vérités. Simplement, je voudrais... Si les classes sont pléthoriques, c'est la faute de qui? Je vais vous retirer la parole finalement parce que vous ne pouvez pas en placer une. Si les classes sont pléthoriques, c'est la faute de qui? Monsieur Takou me laisse même plus placer. Oui, parce que vous avez fait une incursion dans un sujet qui ne me gênait pas. 100 élèves par classe. Comment on disait les classes, il y a 100 élèves par classe? Monsieur Takougan, on y va. Je vous en prie, s'il vous plaît. Si les classes sont pléthoriques, par rapport au monument qui sera construit à Kribi, le Cameroun a été préféré à la plupart des pays africains, y compris le Ghana. Pourquoi? C'est quoi la plus-value du Cameroun? Parce que le Cameroun, d'abord, est un résumé de l'Afrique. Vous avez au Cameroun tout ce que vous trouvez en Afrique, aussi bien au niveau climatique, au niveau des sols, au niveau des religions, au niveau de la culture, au niveau des hommes. D'accord. Prime également au Cameroun par rapport à la stabilité du pays. C'est un pays stable, qui est estimé, qui est un pays bien gouverné et qui sait où il va. Voilà les éléments qui ont poussé, ce n'étaient pas des Camerounais qui ont fait le choix, ce sont les Américains qui ont choisi le Cameroun par rapport à d'autres pays. Voilà. Donc c'est d'abord une sorte de prime à la stabilité du pays. Et c'est une victoire diplomatique pour le président qui s'y est investi personnellement selon les organisateurs? Bien sûr, c'est la moindre des choses. Ça va occuper, je crois, au moins 20 hectares. Et ça a financé entièrement par les États-Unis. 100 hectares. Et il y a une grosse production du travail. Absolument. Donc c'est une vraie victoire. On en parle souvent très peu quand nous gagnons. Mais là, nous avons gagné. Il faut dire merci à ceux qui ont œuvré pour que cette victoire vienne. Que le Cameroun merci à vous. Alors, messieurs, s'il vous plaît. Il faut que le Cameroun apprenne à construire Denis Kouibo. Au lieu d'accueillir les autres. Merci. Permettez que j'introduise le ministre du Travail et de la Sécurité sociale sur ce plateau également. Grégoire Ona, bonjour. Bonjour, madame Yemelon. Merci de l'honneur que vous faites aux téléspectateurs de Canal 2 International de votre présence sur ce plateau. Je l'espère aussi qu'ils vont se calmer. Mais c'est en votre qualité du président du conseil d'administration des écrans noirs que je vous suggère de réagir en ce début d'émission. Les écrans noirs reconnus d'utilité publique donc par le chef de l'État. Le décret a été rendu public cette semaine. Cela induit quoi? Est-ce qu'il y aura des facilités financières, administratives pour ce festival qui a toujours eu de la peine à mobiliser les fonds? Comme je ne connais pas très bien les règles, est-ce que, sans répondre aux autres, je peux quand même réagir à l'introduction
au sommaire. On a déjà commencé à faire des entorses. Qui a été fait par M. Essono. Vous avez commencé les entorses. Ils ont tous largement dépassé leurs 2 minutes. En 20 secondes. Non, je voulais tout simplement dire que je souhaite quand même que nous apprenions à être moins violents, parce que quand on dit que le fait que les travailleurs ont battu le macadam montre que les travailleurs célébraient le bourreau. J'ai trouvé ça quand même... On va entrer dans le sujet et vous le direz tout à l'heure. Permettez-moi quand même, toujours dans mes 2 minutes, de présenter quand même mes condoléances à la famille de ce joueur. Ça nous a tous fait très mal. Et de souhaiter bonne fête aux Français et aux Camerouno-Français qui... Vous savez que les Camerounais ont quand même participé à la guerre de 1945, dont on célèbre aujourd'hui la fin. Oui, c'est une étape importante de l'histoire du monde. Et maintenant, les écrans noirs, oui, effectivement, je suis PCA. Le président nous a fait l'honneur et surtout la responsabilité d'être reconnu d'utilité publique. Ça fait 20 ans que les écrans noirs travaillent pour essayer de promouvoir le cinéma. Et les écrans noirs vont célébrer le 20e anniversaire le 15 juillet prochain. Bon, il ne faut pas seulement voir les subventions possibles que peuvent avoir les écrans noirs parce qu'ils sont reconnus d'utilité publique. C'est surtout cette reconnaissance de pouvoir faire dans un domaine peut-être où il y a beaucoup de choses à faire et les écrans noirs vont pouvoir travailler en sachant qu'ils auront plus de facilité. Mais c'est parce que aussi les écrans noirs ont travaillé, je vous dis depuis 20 ans. M. Bassek Bakobio a lancé ce festival à un moment très difficile et vous savez qu'aujourd'hui au Cameroun, on n'a presque pas de salle de cinéma. Nous travaillons depuis 3 ans pour essayer d'avoir un terrain pour construire une salle de cinéma à Yaoundé, peut-être à Douala. Et en tant qu'association, nous espérons arriver à des choses qui auront des coûts plus accessibles pour le commun des Camerounais. Merci à vous. Je rappelle donc à votre suite que l'édition 20 des écrans noirs, c'est du 15 au 23 juillet à Yaoundé. Le thème de cette année, c'est festival et promotion du cinéma. Bassek Bakobio, le délégué général de ce festival et toute son équipe sont à pied d'œuvre. Vous pourrez donc regarder les étapes sur une chaîne spéciale sur YouTube et sur Canal 2 International. Dernière précision, la FEDIPRES, la Fédération des éditeurs de presse, a été conviée à ce débat. Aman Mana a décommandé il y a quelques minutes seulement pour un malaise et la FEDIPRES n'a pas pu se faire représenter. Nous espérons que nous aurons les patrons de presse dans nos prochaines éditions. Et voici ce qu'il ne fallait pas rater dans la presse cette semaine, la revue de presse d'Arlé Desbandébé. Des morts sur la route de l'Est, résultat d'un carambolage impliquant 4 véhicules dans la localité d'Mbang. Bilan 7 morts, une dizaine de blessés. Un bilan donné par le gouvernement qui sème la controverse au sein de l'opinion publique selon Mutation. Le chef de l'État a instruit l'ouverture d'une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances de ce drame et déterminer les responsabilités. Déterminer également les responsabilités sur les pénuries des médicaments qui s'accentuent dans les hôpitaux publics, de quoi inquiéter les responsables des formations sanitaires. C'est une enquête du journal Notre Santé. Une dynamique nouvelle imprimée dans la coopération Cameroun-Nigeria. La récente visite du président Paul Biya à Abuja, selon Cameroun Tribune, a débouché sur un accord commercial et un mémorandum d'entente. Un forum d'affaires est prévu au mois de juillet à Abuja. Après une période de froid, la coopération entre les deux pays gagne en intensité depuis quelques mois, constate Baromètre communautaire. Paul Biya et Buhari ont décidé d'unir leurs efforts pour un développement mutuel des deux pays. La première puissance africaine et son voisin discutent sur les échanges économiques selon Eco Matin. Au-delà du renforcement de la coopération, Hot News rapporte que l'heure est venue pour l'exécution définitive des accords de Green Tree sur Bakassi,
Bien évidemment, la lutte contre Boko Haram et le sommet annoncé le 14 mai prochain. Les deux chefs d'État, à en croire Émergence, veulent harmoniser leur position face à François Hollande qui y sera présent. Entre-temps, Boko Haram ne baisse pas la garde. La secte terroriste selon Baoba Hebdo a pris d'assaut la localité de Limani. Une attaque d'une rare violence qui s'est soldée par le kidnapping de 4 jeunes filles. Éducation pour parler du journal en deuxième tableau. Comment préparer les examens officiels? La question face à un système éducatif camerounais confronté à de grosses difficultés. Qualité des enseignements et des enseignants dans la galère pour notre confrère. Les autorités doivent sérieusement se pencher sur la question. Autre question à laquelle il faut se pencher, celle de la tricherie. Selon Mutation, la fraude est désormais la règle au concours administratif dans les joutes politiques, le monde des affaires et les activités sportives. Le quotidien tente de déterminer les causes et les manifestations d'une pathologie sociale qui tend à être banalisée dans notre pays. Le Cameroun, qui a les yeux rivés vers la fête nationale, et le RDPC peaufine sa préparation. Selon l'Action, le journal du parti au pouvoir, le secrétaire général du comité central a présidé une réunion le 3 mai dernier avec tous les responsables des 7 sections du parti et les dignitaires du Fundi. Certains de ces dignitaires sont d'ailleurs à la une du journal Essingang de Marie-Robert Elundu qui propose un dossier sur l'après-Paul Biya. Alors que les ressortissants des autres régions multiplient d'initiatives et d'activismes pour préparer leurs ressources humaines, la région du centre, selon notre confrère, semble sclérosée, inerte et anesthésiée et pourtant que de capacités. Retour sur la fête du travail et ce constat de notre confrère Signature. Ces chômeurs qui s'ignorent. Sous quelle bannière défiler quand on est colboxeur, moto-taximan, vendeur à la sauvette? Ces petits métiers qui essaiment comme pour masquer la crise de l'emploi attirent des travailleurs qui pourraient difficilement revendiquer ce statut chômeur. À dimanche, s'il plaît à Dieu. Responsabilité sociale des entreprises et des syndicats pour le travail décent. C'est sur ce thème que la 130e édition de la Journée internationale du travail au Cameroun a été célébrée. Denis Pebo, vous êtes travailleur. C'était quoi au programme chez vous? C'était des réflexions, c'était des agapes, c'était le défilé? Ça s'est passé comment? Bon, je n'étais pas au Cameroun le 1er mai. Ah oui, vous étiez au congrès de la Fédération. Si j'étais au Cameroun, d'abord, je ne me suis jamais intéressé une seule année Mais qu'est-ce que vos collègues ont fait dans votre entreprise? Parce que nous appartenons à un courant, aux antipodes du courant dominant ici. Nous chantons l'international. Et pour ceux qui chantent l'international, qui ont conscience du fait que la lutte entre les travailleurs et les employeurs est une lutte historique, les mêmes causes produisant les mêmes effets, la contradiction est gérable sans qu'on ne soit obligé d'aller boire la bière tous les ans. Mais le 1er mai, la fête des journalistes, parce que je suis travailleur du secteur des médias, la fête des journalistes, c'est-à-dire la journée des journalistes, la journée internationale de la liberté de la presse. Et à cette occasion-là, vous avez bien vu que le syndicat national des journalistes du Cameroun, qui était donné pour inexistant, pour non existant par quelques fonctionnaires défroqués, a déployé sa machine à travers le pays, à travers les chefs-lieux de région. Nous avons déployé les journalistes à travers certains départements. Et maintenant, tout le monde sait que ceux qui travaillent dans la presse sont des travailleurs. Ceux qui sont dans la presse, ce n'est pas... nous ne sommes pas des transporteurs ou des gens qui sont dans les mines à faire du bruit tout le temps, à menacer de grever pour qu'on vienne négocier avec nous. Nous sommes des travailleurs engagés dans la promotion de l'image du Cameroun à l'étranger. Vous savez que nous avons été honorés lorsque nous sommes partis à Abuja, parmi des pays qui sont puissants, qui sont plus peuplés que nous. On a reconnu le travail des journalistes du Cameroun à travers notre élection au comité directeur de la FAGE et à la présidence du Conseil général. Nous allons continuer ce travail-là pour que les rapports entre les travailleurs des médias et les promoteurs des médias soient des rapports sains qui se construisent autour des conventions internationales du travail. Parce que pendant très longtemps, les patrons de presse qui tenaient la machine ont fait du journalisme
un métier de prestige qui s'arrime à un ministère qu'on appelle le ministère de la Communication. Merci. On y revient dans le débat, je vous en prie. On vous revient dans le débat pour terminer. Jean Takougan, alors vous avez observé le 1er mai, comment cela s'est célébré au Cameroun. À votre avis, c'est une célébration qui a tout son sens? Ce que je sais est que le 1er mai est pratiquement transformé comme la fête des travailleurs du secteur privé. Bon, lorsqu'on regarde comment le 1er mai est né, je suis surpris de voir que ce sont plutôt les patrons, les gens qu'on combat, qui organisent. Et ils mettent derrière les travailleurs. Et quand ils organisent, comme ils ont des moyens, ils ont toutes les subtilités de faire porter leur t-shirt, d'amener les victimes à faire la publicité des tortionnaires. Et justement, ils ont réussi ça pendant des années, de telle sorte que la plupart des travailleurs, le 1er mai, ne pensent qu'au t-shirt, manger, boire, défiler. Et ils rentrent à la maison vers minuit, 2 heures du matin, où ils sont sous. Voilà ce qu'on attend. Ils oublient que c'est le jour où les travailleurs devraient reposer leurs problèmes, les conditions de vie, les conditions de travail, les conditions de l'entreprise, les conditions de salaire. Maintenant, le jour-là, on les a amenés à manger, à boire et à rentrer chez eux. Merci, docteur Abou. Vous avez également observé, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas de réflexion quand même des sujets qui permettent aux travailleurs de se recentrer sur ces préoccupations pendant cette célébration? Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de réflexion, mais je crois qu'il ne faut pas opposer le travailleur à son patron. Cette vision marxiste me semble complètement dépassée. On en est à la 130e édition quand même. Il faut associer les deux. Il faut que le travailleur discute avec le patron et qu'ils trouvent ensemble, n'est-ce pas, ce qu'il y a lieu de faire. C'est le travailleur qui produit véritablement la richesse, mais c'est le patron qui finance, qui investit. Donc les deux doivent aller de pair. Cette vision dichotomique, opposée, antagonique, ne me paraît pas susceptible de créer de la richesse et de l'emploi. Donc il me semble qu'il faille mettre un peu l'eau dans le vin, n'est-ce pas, par rapport à cela, pour prendre en compte les exigences du patron en même temps que celles du travailleur. Quand je vois que c'est un grand responsable politique qui oppose cette façon de voir, qui oppose le travailleur au patron, alors qu'ils aspirent à diriger ce pays, je suis un peu gêné. Parce que c'est les patrons qui créent la richesse, emploient les travailleurs bien sûr. Il faut simplement que l'État veille à ce que ces travailleurs ne soient pas exploités. Et je crois que le Cameroun, l'État camerounais veille à ce que les travailleurs ne soient pas de simples esclaves, n'est-ce pas, qui travaillent pour le bien de quelques-uns. C'est le rôle de l'État de réguler cette situation-là, et je crois que l'État les fait bien. Monsieur le ministre qui organise... Jean Takougan, on y arrive. Monsieur le ministre qui organise la célébration de la fête du travail? C'est les travailleurs, c'est les employés, c'est l'État que vous représentez? Takougan? À monsieur Takougan... que le SMIC n'est plus à 25 000 depuis, il a évolué quand même. Depuis un bon moment. Donc, je crois qu'il faut quand même suivre l'évolution. Si c'est pour qu'on dévie le débat, permettez-moi de ne pas vous répondre. Le SMIC a bien évolué et pas de 1 ou 2%, de beaucoup pourcents. Ça peut payer une chambre à Yaoundé. Et donc, qui organise cette célébration, monsieur le ministre? Je voudrais dire que la fête... il ne faudrait pas vraiment, il faut qu'on sorte de cette opposition parce que j'entends encore que les patrons, les gens qu'on combat, je ne crois pas. Il n'y a pas de combat entre les patrons et les ouvriers et l'entreprise moderne. Et puisque c'est dans l'entreprise moderne que nous sommes en train de nous inscrire, dans l'entreprise moderne comme dans l'administration moderne, ça ne peut pas être la dichotomie. Et je crois que M. Mabou a très très bien expliqué ça. Mais je voudrais d'abord, avant de vous répondre, dire à M. Kouébou que vraiment, on ne peut pas présenter la grève comme si c'était quelque chose de fondamentalement mauvais, comme vous l'avez dit, que vous n'êtes pas des gens qui font des bruits ou qui grèvent. Non, la grève, c'est un droit et il faut que les travailleurs exercent, il faut laisser les travailleurs exercer leurs droits et c'est un droit qui a des règles, qui a c'est un moyen de revendication, d'ailleurs un ultime moyen, parce qu'avant de gréver, les voies de recours ont été épuisées. Donc ce n'est pas quelque chose de fondamentalement mauvais, ce n'est pas une chose fondamentalement mauvaise. Il faut que les travailleurs sachent surtout en user. Et comment s'organise la fête du travail? C'est une fête qui
s'organise actuellement par l'administration et les syndicalistes. C'est comme ça que ça se passe. Évidemment, vous allez dire c'est l'administration qui coordonne. Oui, mais c'est l'administration. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui coordonne. Donc, c'est des réunions qui se passent entre à Yaoundé, c'est les confédérations et l'administration du travail. Dans les régions séparées, c'est l'administration et les syndicats ou les confédérations. D'accord. Dans votre allocution le 1er mai dernier, vous avez dit que le travail décent n'est pas une fiction au Cameroun, mais une réalité en cours de devenir, fonction à laquelle chacun doit apporter sa modeste pierre. C'est quoi le travail décent, monsieur le ministre? Le travail décent, pour que nous puissions parler certainement tous de la même chose. Vous me permettez pendant 1 minute de vous lire la définition de l'OIT. Bien sûr. Comme ça, on est sûr qu'on part sur des bases. On a la même terminologie. On a la même terminologie. L'Organisation internationale du travail définit ce concept comme un travail productif et convenablement rémunéré, offrant une sécurité sur le lieu du travail et la protection sociale pour les familles, garantissant de meilleures perspectives de développement personnel et d'insertion sociale aux travailleurs, de même que la liberté d'exprimer leurs revendications et de participer aux décisions qui affectent leur vie et l'égalité de chance dans le traitement pour tous, hommes et femmes. D'accord. Il repose sur 4 piliers. Le travail décent repose sur l'application des normes, la pérennité de l'emploi, la protection sociale et le dialogue social. Voilà un peu comment l'OIT définit le travail décent. Et nous avons choisi, en concertation avec les syndicalistes, le thème de cette année. Et nous pensons d'ailleurs que ce thème pourrait couvrir plus d'1 année, parce que là aussi j'ai insisté pour dire aux travailleurs qu'il ne s'agit pas de discuter d'un thème pendant 2 ou 3 jours et puis on envoie ça aux oubliettes. Le thème cette année, c'était responsabilité sociale des entreprises et des syndicats pour un travail décent. Alors, au regard de cette définition, j'ai dit ce que vous avez rappelé, le travail décent n'est pas une fiction. Ça veut dire qu'il y a des entreprises dans lesquelles aujourd'hui le travail est véritablement décent. D'accord. Et je ne veux pas dire que c'est partout. Donc pour moi, ça devient une réalité. C'est quoi, une majorité, une grande majorité ou bien une minorité? Vous situez ce travail décent à quel pourcentage dans les entreprises? À une moyenne. Combien? 50% d'entreprises camerounaises pratiquent le travail décent. C'est votre... Jean Takougan, vous êtes d'accord avec cela? Il y a le travail décent partout. Et je voudrais vous expliquer que vous avez un certain nombre de critères. Si on disait que sur une échelle de 10, vous avez des entreprises qui seraient à une échelle de 10, oui, il y en a. Et d'autres un peu moins. Il y en a qui sont à 4, d'autres à 6, d'autres à 8. Donc, on a bien compris quand vous avez parlé de la moyenne. Pour que tout le monde puisse remonter. D'accord. Ça sert les entreprises, ça sert aussi les travailleurs. Merci. Jean Takougan, le travail décent, c'est une fiction au Cameroun ou bien vous vous inscrivez dans ce que le ministre dit? Ce que je ne peux pas m'inscrire dans ce que le ministre dit. C'est que le travail... le monde sera à l'envers. Depuis le début, la vocation du travail n'est pas d'être décent. La vocation du travail n'est pas d'être décent. C'est quoi? Parce que depuis le départ, le travail est présenté comme une punition. Une torture. Oui. C'est pour ça que le mot travail vient du mot latin tripalium, qui est un instrument de torture. Donc, qu'est-ce qui rend le travail décent? Ce sont les êtres humains qui doivent humaniser le travail. Et au Cameroun, ça se fait ou pas? Attendez que je termine, je dis ce que j'entends par humaniser. Pour le rendre décent, c'est-à-dire quoi? Le travail doit éloigner de nous l'ennui. Vous pouvez avoir un travail, vous êtes là, les conditions de travail font que ça vous ennuie, vous n'êtes pas à l'aise. Vous pouvez travailler et ça n'éloigne pas de vous le besoin. Je suis revenu, le ministre m'a dit que le SMIC, ce n'est plus 25 000, disons que c'est 40 000. Un peu moins, mais on n'en est pas loin. Non, mais je mets à 40 000 pour qu'il soit content. Non, c'est pas question de contenter le ministre, c'est que je mets à 40 000. Le SMIC, c'est quoi? Le SMIC, c'est qu'on a fixé selon les besoins incompressibles d'un être humain. Parce que le travail décent rentre dans la dignité de l'être humain. Est-ce que si vous avez 40 000 à Yaoundé, c'est le salaire que vous allez toucher.
et vous habitez dans une maison, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous devez payer le taxi pour aller, vous devez vous nourrir, vous devez vous soigner. Dans 40 000. Dans 40 000. Et vous estimez que c'est impossible? Et pendant un mois. Avec ça, est-ce que vous pouvez dire que vous faites un travail décent? Et la décence du travail est une construction. Et cette construction est tenue à bout de bras par les syndicats. Comment les syndicats fonctionnent au Cameroun? Est-ce qu'il y a la liberté syndicale? Puisque des gens disent que voilà un responsable qui veut gouverner demain et comment? Nous sommes un parti social-démocrate et la social-démocratie est fondée sur le syndicalisme. Est-ce que le syndicalisme est libre au Cameroun? Vous répondez quoi? Si vous me connaissez, vous savez comment j'ai été torturé toute ma vie, tout simplement parce que j'étais responsable syndical. Vous n'êtes pas encore mort. Hein? J'étais torturé parce que j'ai la peau rebelle. Toute votre vie, je serais mort depuis. Fini. Mais je suis finissant. J'ai eu 10 affectations en 5 ans, tout simplement parce que j'étais un responsable syndical. D'accord. Et on a eu le courage d'écrire pour me dire que mes affectations sont disciplinaires. Donc, on m'envoie dans des régions qui sont des poubelles administratives. Donc ça ne vous a pas encouragé de rester dans le syndicalisme? Non, je suis allé jusqu'au bout. D'accord. Je suis un homme de principe. Ça veut dire que le syndicalisme existe. Docteur Mabou, est-ce que on parle bien des charges sociales? Vous torturez les syndicalistes. Monsieur, s'il vous plaît, on parle bien des charges sociales. Le messager dit que tant que les charges sociales des travailleurs ne seront pas revues, on ne pourra pas parler de travail décent au Cameroun. Vous êtes d'accord avec cela? Tant que les charges sociales des travailleurs ne seront pas revues à la hausse, on ne parlera pas de travail décent. C'est ce qui est écrit. Oui, je comprends. Je comprends l'action, je comprends l'angle d'attaque, si on veut, du messager. Oui. Mais d'abord, je voudrais préciser quand même, le travail n'est pas absolument une souffrance, comme on nous a fait dire tout à l'heure. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tout dépend. Sa vocation n'était pas d'être... je n'ai pas dit que c'est une souffrance. Oui, bien sûr. Mais tout dépend quand même de la culture et de l'approche qu'on a du travail. D'accord. On peut travailler et se sentir à l'aise, parfaitement en phase avec ce qu'on fait. Alors, est-ce qu'il faut absolument... Oui, il y a des entreprises qui ne payent pas leurs prestations sociales. Mais de là à généraliser, il y a un problème. Je crois qu'il faut veiller, et je suis près du premier responsable de la République, veiller à ce que toutes les entreprises éventuellement payent leurs charges sociales. Il attendait quoi jusqu'à maintenant? Il fallait qu'il le fasse? Non, nous sommes dans un... Il y a des gens qui peuvent échapper au filet de l'État. Il faut donc que l'on verse que tout cela. Si M. Takougan veut bien me laisser parler. Je voudrais bien qu'il vous laisse terminer parce que vous prenez votre temps. Voilà. Oui, simplement pour dire que je vais aller peut-être vite. Simplement, je veux dire que non, il y a quelques entreprises qui ne payent pas leurs charges sociales, c'est vrai. Il faut veiller à ce que toutes les entreprises payent leurs charges. Mais c'est pas une raison pour dire qu'au Cameroun, il faut qu'on paye les charges sociales pour que le travail existe, pour que le travail décent existe. Ce travail décent existe. Le ministre est mieux placé que moi, il vous l'a dit que sur une échelle de 10, il y a ceux qui sont à 10, il y a ceux qui sont à 4, donc il y a encore beaucoup à faire par rapport à cela. Mais n'empêche qu'au Cameroun, les gens peuvent travailler, les gens travaillent, se sentent à l'aise où ils travaillent. Denis Koba, double titre, je voudrais lui apporter une précision à M. Takouman. Ma petite expérience au ministère du Travail me permet de dire que bien que le SMIC ait été fixé à 37 000, vous avez rarement, je dis bien rarement, des entreprises dans ce Yaoundé où vous êtes, où vous pouvez aller investiguer. Qui pratiquent le SMIC. Qui pratiquent le SMIC. Je vais même aller plus loin. Au jour d'aujourd'hui, vous aurez du mal à trouver des entreprises qui payent moins de 80 000 francs. Et j'ai lu dans une interview un directeur général qui disait que dans son entreprise, le salaire moyen se situe à plus de 500 000 francs CFA. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'aurais bien voulu que l'État fixe 150 000 pour que les entreprises payent. C'est-à-dire que le SMIC, c'est le minimum garanti, au-dessous duquel aucune entreprise ne peut aller. Et l'entreprise, sachant que son intérêt est de bien traiter un travailleur, parce que si l'entreprise gagne de l'argent, elle peut réinvestir. Elle a donc intérêt à motiver ses travailleurs pour qu'elle gagne davantage d'argent. Et si elle en gagne, le travailleur a le droit aussi d'espérer que ses conditions, non seulement de travail, mais de salaire,
vont être améliorées. C'est D'accord. cela le challenge. Merci pour la précision. Denis Kobo, dans le secteur de la presse, Jean Takougan, s'il vous plaît. J'en viens à vous tout à l'heure. Denis Kobo, est-ce que dans le secteur de la presse, ce que le ministre a décrit, vous le voyez au quotidien? Bon, je crois que je peux parler avec beaucoup d'autorité sur ces questions pour y avoir travaillé, pas en tant que journaliste d'abord. J'ai beaucoup de fois travaillé, enquêté sur les salaires des journalistes. C'est-à-dire que je sais exactement qui paye quel salaire dans n'importe quelle entreprise de presse qui existe ou ce qu'on appelle entreprise de presse. D'accord. Si vous prenez n'importe quelle entreprise, je vous dirai combien est-ce que les gens... Et la moyenne, c'est combien? C'est le SMIC? C'est un peu plus? Vous n'avez pas eu des enquêteurs qui vous ont interrogé là-dessus? Parce que nous, on est en train de faire une... Non, vous avez dit ça, on travaille dessus. Bon, je voudrais bien que vous répondiez, Denis Kobo. Je vais bien. Alors, j'ai eu l'avantage d'étudier un peu au CIF à Turin. Et ce qu'on y découvre, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est que le travail, le monde du travail. Le ministre a lu la définition que l'EIT, qui est l'instance suprême ou la seule en la matière, donne. Et on résumait tout cela en disant que le travail décent est un travail qui permet aux travailleurs de satisfaire ses besoins de base, ses besoins essentiels. D'accord. Si vous prenez comme ça, ça veut dire que ça résume tout cela. Oui, ça résume tout. Ça résume tout cela. Pas des besoins épicuriens quand même, non? Non, c'est des besoins de base. Pas du gaspillage. Et la difficulté que les théoriciens, vous savez, au Cameroun, lorsque les gens sont incompétents, lorsque les gens échouent, ils se mettent à théoriser alors qu'on a théorisé déjà. La base contractuelle entre un travailleur et un employeur est à rechercher dans les conventions internationales du travail. Le Cameroun, heureusement, est signataire, a ratifié la plupart de ces conventions-là. Et lorsque vous voulez parler du travail dans un pays, vous devez vous référer essentiellement à ces conventions. 30 secondes plus tard, vous allez répondre à la question. Et au niveau du pays, il y a une loi qui porte le Code du travail. Il y a des conventions collectives qui sont des lois de parties portant aménagement sur ce que le Code du travail a fait dans la généralité. D'accord. Si on met ces éléments-là sur la table chaque fois qu'on veut parler du travail, on n'a pas de problème. Les conflits naissent lorsque chaque personne, les gens font des conférences pour dire ce que c'est. Alors qu'on a travaillé pour nous, dans le secteur de la presse, le ministère du Travail a réuni les patrons de presse avec les employés des médias. Merci de oui, monsieur le ministre, c'est quoi que c'est l'une des choses dont le Cameroun pouvait se vanter. Malheureusement, les pouvoirs publics, qui ont quelquefois beaucoup de choses à se reprocher, se sont rendus complices. Pourquoi vous nous agressez tout le temps? Est-ce qu'on peut faire un débat propre? Non, mais quand il dit complice, ce n'est pas un abus de langage. Quand il dit complice, il dit que l'État n'a pas utilisé son pouvoir pour obliger des gens qui prétendent être des promoteurs des médias. Des gens qui le vilipendent lui-même. Parce que vous savez que les gens de droite, ils sont toujours des alliés. Même quand ils s'insultent n'importe comment, ils s'entendent. Sinon, je ne comprends pas comment le gouvernement de la République du Cameroun peut laisser prospérer le chaos dans un secteur d'activité qu'on appelle les médias. Donc il y a une convention collective dans notre secteur qui dit ce que c'est. On a eu les patrons de presse qui étaient à une table de négociation, qui ont signé la convention collective. Sorti de la convention collective, il y a un autre ministère qu'on appelle le ministère de la Communication, qui convoque les États généraux de la communication pour remettre en question ce que l'État du Cameroun a aidé à consigner dans une convention collective qui est une loi des partis, parce que ça a été déposé au greffe. Et à cette convention, on a appelé tout le monde, généralement. Vous savez, ceux qui sont en partie théorisés au ministère de la Communication, c'est qui? C'est quelqu'un qui a commencé le journalisme. Dès que vous êtes dépassé, vous partez enseigner le journalisme. C'est ça le Cameroun. Dès que vous ne pouvez pas écrire, vous partez vous devenez enseignant. Ou vous prenez une licence en géologie quelque part, un master en quelque chose. Non, je voudrais qu'on reste sur la question de la convention politique. J'essaie de répondre très clairement à la question. Oui, mais parce que ça prend plus de 2 minutes. Et puis, du coup, on est un peu perdu. Denis Kobo, s'il vous plaît. Vous n'allez pas opposer le ministère du Travail au ministère de la Communication. Parce que vous êtes dans une entente. S'il vous plaît, Denis Kobo, je vous donne encore 10 secondes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si on parle du travail, on connaît les stakeholders dans le monde du travail. Et en tant que syndicat des journalistes, le seul interlocuteur du syndicat des journalistes, c'est le syndicat des patrons de presse
et sous l'arbitrage du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Si on veut que les gens ne se bagarrent plus, il faut que ces trois parties-là discutent tout le temps du travail dans la presse. Donc, le travail dans la presse n'est pas décent parce qu'il y a moins de 5% des journalistes qui travaillent dans le secteur privé ayant une sécurité sociale. Ils ne sont pas affiliés à CNPS et quand ils sont affiliés pour la forme avec 0 mois de cotisation. Il n'y a pas de travail décent. Lorsque le strict minimum, ne serait-ce que le petit papier qui lit les deux parties, le contrat. Merci beaucoup, Denis. Monsieur le ministre, dans votre discours, vous vous êtes offusqué de ce qu'une certaine presse avide de sensations a relayé qu'il n'y a pas de travail décent au Cameroun. Pourtant, les patrons des entreprises de presse sont déjà indexés dans la non-application des conventions collectives. Ils n'ont pas encore pris leurs responsabilités pour la promotion du travail décent et ce sont eux qui claironnent qu'il n'y a pas de travail décent au Cameroun. Ça veut dire que dans la presse, il n'y a pas de travail décent, monsieur le ministre, parce qu'on n'applique pas les conventions collectives. Non, mais je réitère et je confirme ce que j'ai dit. Je ne vais pas me dédire. Je pense que certains médias ont dit quel est ce thème-là. Mais quand vous finissez de le dire, qu'est-ce que vous faites pour que ce soit appliqué? Ils ont compris que nous disions qu'il y a du travail décent partout au Cameroun. Et comme ils savent que chez eux-mêmes, il y en a pas. On est loin d'être à ce niveau, ils ont commencé à claironner qu'il n'y a pas de travail. Mais qu'est-ce que vous faites? Parce que le syndicat semble dire que vous auriez dû arbitrer pour que la convention soit arbitrée. Il est bon que ceux qui nous écoutent sachent ce que c'est d'abord qu'une convention collective. D'accord. Une convention collective, c'est un accord que les syndicats d'un secteur et les associations de patrons d'un secteur arrêtent et sous la coordination du ministère du Travail et qui doit être immédiatement appliqué. Ça devient pratiquement force de loi tant que ce n'est pas dénoncé. Et donc, mis au courant de ça, nous avons invité les patrons de presse pour les inviter, pour leur demander d'appliquer les conventions qu'ils avaient eux-mêmes acceptées. Est-ce qu'on n'avait pas d'autres moyens de pression sur les patrons? Attendez, aujourd'hui, il y en a qui les appliquent. D'autres ne les appliquent pas encore. D'accord. Mais nous n'allons pas mettre tout le monde à la cellule, comme on dit. Nous n'avons pas le droit d'abord, mais nous avons les moyens de les rappeler à l'ordre. C'est quoi les moyens que vous avez, monsieur le ministre? Ce n'est que la loi. Ce n'est que la loi. Et la loi prévoit quoi au cas où le patron ne pratique pas la convention collective? Mais la loi prévoit des amendes, la loi prévoit... Est-ce que vous faites payer ces amendes, monsieur le ministre? Ce n'est pas nous qui avons cette charge personnellement. C'est qui? Mais le processus pour nous commence par avertir, prévenir, former, et l'étape de la répression n'est pas. On est à quelle étape là maintenant? Et d'ici là, on est à quelle étape de ce que vous êtes en train de décrire? On en est à l'avertissement ou à la formation? Le journaliste n'est pas mort parce que lui-même est complice. Pourquoi, monsieur le ministre? De cette situation. Comment? Parce que j'attends toujours que les journalistes viennent me dire on ne me paye pas. Mais voici mon bulletin de paye, je n'ai pas le SMIC, où je ne suis pas payé, je signe les articles à tel journal, ne me paye pas. Mais je vous dis la vérité. Voilà le syndicat. Je vous dis, les journalistes eux-mêmes ne nous donnent pas les éléments pour poursuivre leur patron de presse. D'accord. Alors, docteur Mabou, Jean-Marie dit, le président de la Confédération des syndicats autonomes du Cameroun, a aussi fustigé les comportements des patrons de presse qui n'affilient pas leurs employés à la CNPS, par exemple. Ces derniers trouvent, dit-il, les prétextes à la non-application de la convention collective, mais surtout dans la modicité des fonds alloués à la presse dans le cadre de l'aide publique à la communication privée. C'est logé dans votre ministère. Qu'est-ce que vous dites à cela? C'est trop facile. C'est trop facile. Mais il faut comprendre la presse. En 2000, il y a eu un recensement officiel qui dénotait 1300 journaux au Cameroun. Sur les 1300 journaux, 30 paraissaient de façon épisodique et 19 de façon régulière. Ça veut dire que ça se porte bien le secteur de la presse? Non. Parce qu'il y a 1300 entreprises. Oui, recensées officiellement, qui paraissent en fonction des événements, etc. Donc, c'est un milieu extrêmement délicat. Alors, un journal qui paraît 2 fois ou 3 fois par an
pose un problème par rapport à la convention collective. Est-ce qu'il peut payer décemment ses journalistes? Voilà autant de questions. Donc, peut-être fallait-il déjà élaguer sur ce plan, mais peut-on élaguer dans un pays libéral, à économie libérale? On crée une entreprise si on a les moyens de le faire. Alors les gens en créent, mais le reste ne suit pas nécessairement. Donc, je crois que même le ministre aura beaucoup de problèmes. Un journal qui paraît 3 fois par an, ou un journaliste publie 3 ou 4 articles, il demande d'être payé. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Peut-être faut-il regarder de plus près, y compris le syndicat doit voir de plus près réellement ce qui s'y passe avant de prendre quelques décisions que ce soit. Et au ministère, on essaye de creuser, de voir et de juger l'opportunité de faire ce qui a lieu de faire. D'accord. Mais s'il vous plaît, je peux compléter? 20 secondes, vraiment 20 secondes, je vous en prie. Je voudrais vous dire que vraiment, nous avons la préoccupation première de protéger les travailleurs. D'accord. Pour qu'on protège les travailleurs, il faut qu'on sache comment les protéger. D'où, peut-être, je ne peux pas en parler en 20 minutes, mais je vais vous parler aussi de la nouvelle inspection du travail. On en vient tout à l'heure, puisque ça fait partie des résolutions de cette 130e édition. Je vais à vous, Denis Kwebo, par Jean Takougan, parce que la presse, ou bien les patrons de presse, ont l'habitude de dire que l'aide publique à la communication privée au Cameroun ne veut pas dire grand-chose comparé aux pays comme le Sénégal, où c'est 700 millions d'enveloppes, le Gabon 2 milliards, 800 millions pour la Côte d'Ivoire, 400 millions de francs pour le Bénin. Pour la presse écrite seulement, est-ce que finalement, ils n'ont pas l'excuse de la modicité de ce volume ne passe pas? Je dois d'abord dire que je ne suis pas très content du mot aide. Peut-être il fallait dire subvention. Peut-être, oui. Parce que le mot aide, c'est la pitié. Donc, si, comme disait monsieur le ministre, si la presse est d'utilité publique, ça ne doit pas être une aide. D'accord. Ça doit être une subvention. Donc, bien écrite. Et en fait, le gouvernement n'était pas obligé d'aider la presse privée. Le gouvernement pouvait à la presse publique et s'en occupe. Et aurait bien pu dire que moi, je ne vous aide pas, vous êtes privé, vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Mais la presse est d'utilité publique aussi, non? Je termine. Je termine. Et là, ça aurait pu, on aurait pu comprendre. Mais s'il décide d'aider, il faut que ce soit conséquent. D'accord. Et il faut que des critères soient objectifs et qu'on connaisse les critères. C'est pour ça que j'ai parlé de subvention. Quand on parle de subvention, on dit une presse doit paraître, doit faire ceci, doit faire ceci, doit faire ceci. Voilà les critères. Et on prend tous les critères. Et avec les syndicats de la presse, on trie ensemble. Pas qu'un matin, on annonce une liste. Je connais des gens qui ont paru 2 fois par an. Et qui ont bénéficié de cette aide. J'ai des amis qui ont paru 2 fois par an et qui ont eu l'aide à la presse. Voilà. Denis Kwebo, sur la même question, vous vouliez réagir tout à l'heure? Alors, Non, vous n'allez quand même pas trahir vos amis. J'ai une difficulté. Ce sont vos amis. J'ai une difficulté énorme à discuter des questions liées à l'économie de presse, surtout avec des gens qui ne connaissent pas beaucoup de choses à l'économie de presse. On a entendu tout à l'heure, j'ai suivi à la rue de la presse, un éminent expert, entre guillemets, dit que le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est faux. J'ai étudié le modèle, bon, c'est pas que j'ai étudié le jeu américain, en allant dans presque tous les grands médias américains, discuter, voir comment ça fonctionne. Et le problème n'a jamais été de l'argent. Le problème, c'est quoi? Vous ne pouvez pas prétendre être un investisseur. Vous créez une entreprise. Vous prenez des enfants d'autrui pour venir travailler avec vous pendant 20 ans. Et un jour, vous demandez à l'État de vous donner l'argent à vous. Ce n'est pas ça qu'on appelle l'entreprise. Je vous dis tout à l'heure qu'il y a des parties à l'entreprise. Les parties à l'entreprise, c'est l'employeur, c'est le travailleur ou les travailleurs, c'est l'État. Et toute aide, toute subvention ne peut se faire que dans un cadre concerté entre ces parties-là. Donc, et je voudrais aussi dire, je ne suis pas excessif, je connais un peu comment le régime fonctionne. Il se reproduit par la distribution. L'argent que la presse reçoit au Cameroun dépasse ce que la presse reçoit au Gabon. Je suis quand même à la Fédération africaine des journalistes et on discute avec les présidents des syndicats de tous les pays d'Afrique. Nous sommes 38, 44 unions de journalistes à travers l'Afrique. L'argent au-delà de l'aide. L'argent que la presse reçoit d'une façon ou d'une autre. Il y a d'autres moyens de financer la presse au Cameroun? Il faut permettre que je parle de ça. Et c'est là le drame parce que je voudrais rapporter ici ce que le syndicat des journalistes pense de cette aide. Nous n'allons pas accepter que l'État du Cameroun débloque un seul franc de notre pays au profit d'une entreprise de presse
qui n'est pas reconnue comme telle, c'est-à-dire une entreprise de presse qui ne fonctionne pas en tenant en compte les intérêts des travailleurs. Et donc ça, c'était une parenthèse sur l'aide. Donc il n'y aura pas d'aide, nous avons déjà saisi, nous avons saisi les autorités compétentes, nous sommes allés jusqu'à saisir le Sénat, nous avons saisi l'Assemblée nationale pour dire que, attention, il n'y aura aucun franc à débloquer tant que les conditions minimales de l'existence des entreprises de presse ne sont pas réunies. On ne commence pas par aller demander la subvention. J'ai entendu aussi quelqu'un dire que la presse remplit une mission de service public. Je prends des arguments, il parle pas. Vous terminez là-dessus. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'on aille très vite, il faut qu'on dise ce que les gens doivent savoir. On n'a pas aussi toute la journée. Quand une entreprise, quand un journal, les autorités judiciaires interpellent, par exemple, le maire d'une ville pour avoir détourné 2 milliards de francs CFA, condamne un tel suspect selon les règles de l'art, le met en prison. Et le journal dit qu'on est en train d'embastiller un maire. Quel est le service public que nous rendons? Nous ne rendons aucun service public à dire des choses comme ça. Le service public que la presse rend, c'est le service public que l'enseignant rend. C'est le service public que le médecin rend aussi. N'importe quel fonctionnaire rend. Donc il ne faut pas qu'on dise que le service qu'on rend est un service spécifique. Nous avons fait du journalisme notre métier. Il y a beaucoup de gens, vous savez que toi, tu travailles pour des médias étrangers qui ne reçoivent pas toujours des subventions, et qui payent des articles à 250 000, 300 000, j'ai reçu en co et rédaction, 250 000 francs pour un article. D'accord, merci. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on ne peut pas vendre l'information? Quelle est la matière des faits de la presse? Qu'est-ce qu'on vend dans Merci, c'est compris. J'entends qu'on 30 secondes de vous aussi également, et puis on va passer à autre chose. Est-ce qu'elle se vend? Pourquoi elle ne se vend pas? Merci. Oui, je disais dans la même rubrique, la loi disait qu'on nous coupait les redevances audiovisuelles. C'est subrepticement devenu les redevances CATV. Alors que quand nous, on payait les redevances audiovisuelles, on croyait qu'on distribuerait toutes ces redevances à toutes les chaînes, comme Canal 2, comme n'importe quelle chaîne qui informe les Camerounais. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir comment la loi avait dit redevances audiovisuelles, c'est subrepticement devenu redevances CATV, où on meurt de chaleur? Même là, on meurt de chaleur. Docteur Mabou, peut-être sur la même question, il y a eu les travaux des États généraux il y a quelques années où vous avez abouti à un fonds d'aide, un fonds spécial, pardon, pour la presse. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est devenu ce projet? C'était un fonds à l'audiovisuel, en fait. Oui, fait. quelque chose comme ça, oui. Je crois que le mécanisme est encore en marche. Ça fait quand même 5 ans. Complètement. Non, parce que les choses, ce n'est pas le ministère qui détient de l'argent. C'est qui? Le ministère élabore un projet. Le projet doit être validé ensuite. Donc c'est le gouvernement qui bloque? Non, je ne dis pas que le gouvernement bloque quoi que ce soit. Et chaque chose en ça marche. Je crois qu'il ne faut pas. Mais peut-être ça marche un peu lente, non, monsieur le ministre? Ça met du temps pour arriver. Ça marche, mais ça va sur Ça met du temps pour arriver. Absolument. Même ça marche. Mais ça arrivera sans doute. Je crois qu'il faut aller. Quand la presse sera peut-être morte, asphyxiée par les contraintes financières? Si vous me permettez, la presse ne sera pas morte. Tout à l'heure, on parle de la presse camerounaise. Après tout, c'est une presse dynamique. Regardez son dynamisme, aussi bien au niveau de l'audiovisuel qu'au niveau de la presse écrite, au niveau de la radio. Quoi qu'on puisse en dire par ailleurs, c'est l'une des places les plus dynamiques au sud du Sahara. Personne ne peut remettre ça en cause quand même. Et il y a de très bons journalistes, comme il y en a de très mauvais. Mais à ce moment-là, c'est pour le ministère de faire le boulot. C'est à la presse. Il parle de son syndicat. Il y a d'autres syndicats. Ils ne sont pas capables de parler de la même voix. Ils doivent s'associer, s'entendre, trouver un terrain d'entente et faire de cette presse une presse digne de la République camerounaise. Mais pourquoi continuer? Pourquoi continuer? Attendez, mais c'est s'il vous plaît, je vous en prie. Je termine. Je vais permettre à Dr Mabou de terminer et puis vous prendrez la parole, je vous en prie. Je voudrais proposer... Denis Kwebo. Non, je ne vous donne pas la parole. Non, je vous la retire. Vous allez répondre aux accusations tout à l'heure. Donc on n'est pas dans un tribunal. Vous dites que nous avons beaucoup de syndicats, vous citez les syndicats qui sont... Non, je vous en prie, allez-y. Simplement pour dire que la presse ne fait pas en son propre sein son propre ménage. D'accord. Et si elle ne le fait pas, l'État sera à un moment donné contraint de faire à sa place. Et à ce moment-là, on va accuser l'État d'avoir fait ceci ou ça perturbe. Merci, c'est compris. Denis Kwebo, 20 secondes aussi, et puis je passe au ministre. Le docteur Mabou vient de dire ce qu'on fait au ministère de la Communication. Et c'est ça qui nous oppose. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes en train de dire, moi je sors d'un village, moi je ne suis pas né en ville. Oui. Vous êtes en train de dire sur une télévision qui est sur satellite que si vous avez votre terrain quelque part avec titre foncier, vous ne l'occupez pas, n'importe qui peut venir l'occuper. Nous sommes engagés, le syndicat national du Cameroun. Oui, vous avez dit que si on ne fait pas... Que l'État va faire le ménage, oui. Quelle est la loi au Cameroun qui fait du ministère de la Communication
la tutelle des journalistes? Est-ce que vous avez un article d'un texte qui existe quelque part? Parce que nous parlons des lois, nous sommes respectueux des institutions de notre pays. Est-ce qu'il y a un seul endroit? Au Cameroun, les travailleurs de la presse et des médias privés, notamment, qui sont du Code du travail, relèvent exclusivement, et là je suis en désaccord avec le ministre, à 100% du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Pourquoi en désaccord? Non, je dis que... Est-ce que je vous ai renié? Parce que le monsieur le ministre, depuis que cette presse, qui est une presse en partie superficielle, veut exister en dehors des normes, vous avez parlé tout à l'heure des normes dans le travail. La presse a des problèmes pour la simple raison qu'elle veut échapper aux normes. Et pour échapper aux normes, elle est allée volontairement se loger au ministère de la Communication, parce que le ministère de la Communication, c'est l'instance qui, dans la République, dans le gouvernement, assure la communication. Donc, ils font croire au gouvernement que non, nous sommes aussi là pour communiquer pour vous. Donc, accordez-nous une subvention. Le fonds que vous avez mis sur pied. Merci, Denis Kobo. Merci. Docteur Mabou, c'est les conventions qui doivent régir nos rapports. Simplement deux mots. Je crois que le ministère du Travail s'occupe de l'ensemble des travailleurs, y compris des travailleurs de la presse. Bien sûr, oui. Mais le ministère... Parce que les banquiers ne dépendent pas du ministère des Finances. Monsieur Kobo, laissez-le terminer, je vous en prie. Mais le ministère de la Communication s'occupe de la presse en général. Non, quel article de quelle loi? Non, je vous en prie, on ne va pas cristalliser le débat sur les fonctions du ministère de la Communication. C'est vrai qu'on est le ministre, vous demandiez la parole tout à l'heure. Qui vous donne ce rôle? C'était le texte qui vous donne ce rôle. Je voudrais dire que... Il n'y a aucun texte. Non, je ne suis pas venu avec le texte, mais il est évident. S'il vous plaît. Mais cela relève simplement de l'évidence. Docteur Mabou et Denis Kobo, je vous en prie. Madame, vous avez la parole. Moi, je pense qu'on est venu là d'abord pour parler du travail décent, puisque vous m'avez invité à l'occasion de la fête du travail. Oui. Et vous avez associé ces personnalités. Puisqu'il y a aussi la journée de la liberté de la presse. Voilà. Alors, ce qui me gêne, c'est qu'on va parler du patronat de la presse. Sans les patrons. Sans les patrons. Les patrons ont décliné. Donc moi, je suggère tout simplement que vous organisiez un débat. Les patrons déclineront toujours, monsieur le ministre, puisqu'ils n'ont pas voulu venir. Ça, ce n'est plus moi qui gère ça. Oui. Ça, c'est votre problème. Mais nous ne pouvons pas accuser des gens ici alors qu'ils ne peuvent même pas répondre. D'accord. Mais moi, je voudrais dire quand même à ces patrons qui ne sont pas là et aux travailleurs de la presse, à qui j'ai déjà dit ici, que nous, on ne cherche qu'à voir que le travail décent n'est pas respecté dans leurs entreprises. Et je dis aussi à ces patrons que nous avons pris l'option au ministère du Travail, pour arriver au travail décent, de lancer ce que j'ai pompeusement appelé la nouvelle inspection du travail. Les descentes inopinées, vous l'avez dit dans votre discours. Les inspecteurs de travail, je leur demande de descendre dans les entreprises. D'abord pour deux objectifs. En ce qui concerne la sécurité sociale, de vérifier si toutes les normes sont respectées et de les prévenir en donnant des délais précis. On dit à un chef d'entreprise, quelles sont vos difficultés? Est-ce que vous voulez vous mettre en norme? On pense qu'en 3 mois, vous pouvez le faire, en 6 mois, vous pouvez le faire, et on reviendra voir. Ça permet de prévenir. En ce qui concerne les accidents de travail, parce que ça aussi, c'est un volet important. Vous arrivez dans les entreprises, les travailleurs n'ont pas leur casque, ils n'ont pas leur bleu de travail, ils n'ont pas. Parfois, il n'y a pas de toilette, parfois, il n'y a pas ci. On va voir, on va prévenir. Ça permet aux entreprises d'améliorer. Nous-mêmes, on a fait déjà ça sur le terrain. J'ai été dans des entreprises agricoles où vous arrivez, vous trouvez des ouvriers à qui on a acheté des casques, et le casque est posé à côté et il travaille. Donc ça veut dire qu'il faut le mettre sur la tête. La culture, il y a une culture. D'accord, merci monsieur le ministre. Denis Kobo, on en vient à peut-être la formation du travailleur, puisqu'on est en train de terminer. Je reviens à vous pour conclure tout à l'heure. Puisque déjà un directeur de publication l'a dit qu'il faut que les journalistes aient l'honnêteté d'apprendre, parce qu'il y a quand même une grosse incompréhension entre les patrons et les journalistes, venant du fait que les journalistes ne maîtrisent pas toujours leur travail et ne savent pas dans quelles conditions ils doivent le faire. Bon, les francophones ont la faiblesse de manipuler les concepts. Quand vous êtes directeur de publication, votre travail, ce n'est pas de dire qu'il faut que les journalistes soient formés. Quand vous créez votre entreprise, moi je suis aussi entrepreneur dans le civil. Quand vous créez une entreprise, vous recrutez la bonne ressource.
C'est pas un cadeau. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que les gens peuvent être fous dans ce pays. Donc, quand vous avez créé une entreprise de presse, vous recrutez celui où on ne recrute pas quelqu'un qui n'est pas journaliste. On recrute le principe de sa propre reproduction. C'est eux qui doivent aller lire, apprendre. J'ai demandé à un éminent journaliste qui est un grand patron sur le plateau de Canal 2 s'il savait quelle est la première convention internationale du travail, la 001. C'était sur les horaires du travail. Il dit, mais je sais que vous ne connaissez pas, parce qu'ils ne savent même pas qu'on doit... Les horaires de travail, ça compte. Le contrat de travail, c'est quoi? C'est que vous ne prenez pas un menuisier pour venir faire un plateau de télévision. D'accord. Donc, vous n'allez, monsieur Tchatou ne va pas dire, OK, il faut qu'on aille d'abord se former pour poser des questions. C'est compris. On vous recrute sur la base d'un profil. D'accord. Et si vous ne le faites pas, ne continuez pas de vous faire appeler abusivement entreprise. Merci, Denis Kobo. Alors, Jean Takougan, je vais commencer cette dernière partie avec vous, puisque on va quand même noter que la journée mondiale de la liberté de la presse s'est célébrée sous le thème de l'accès à l'information. C'est ce que l'UNESCO a demandé. Est-ce que vous pensez que le journaliste camerounais a accès à l'information, tel que vous les regardez travailler au quotidien? De toute manière, j'ai beaucoup d'amis journalistes qui se plaignent de l'accès à l'information. Rares sont les ministres qui vous reçoivent et qui vous donnent la vraie information. Je dis rares, parce qu'il y a quelques-uns. Mais il y en a sur ce plateau quand même. Je vais répondre. Il y en a que je ne citerai pas. D'accord. J'en connais qui, de temps en temps, suivent même les débats interactifs à la radio et qui appellent pour répondre, pour redresser. Et c'est rare, c'est extrêmement rare. D'accord. Mais il y a beaucoup qui prennent... les informations sont tabous. Je vais vous dire une chose. Je suis allé un jour au ministère de l'Éducation pour demander la loi qui fixe le barème de correction des copies. On m'a demandé, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je dis, mais c'est une loi. On dit, on ne peut pas te donner parce qu'on ne sait pas quel usage tu vas en faire. C'est un texte, hein, c'est là. D'accord. Donc, la vocation d'une loi est d'être publiée. C'est pour ça qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, tant que la loi n'est pas publiée, elle n'est pas opposable. Mais vous demandez un texte, quelqu'un vous dit, non, on ne sait pas quel usage vous devez en faire. D'accord, merci. C'est régulièrement tabou. Docteur Mabou, ça revient comme récurrence et surtout avec les réseaux sociaux, votre ministre a dénoncé cette nouvelle race de reporters qui profitent des développements prodigieux d'Internet et des facilités qu'il offre pour la diffusion de l'information et se lance à corps perdu, dit-il, dans une course au scoop aux conséquences dévastatrices. Comment est-ce qu'on organise l'utilisation des réseaux sociaux au Cameroun? Est-ce qu'on peut organiser l'utilisation des réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que c'est un accès libre à tout le monde. Et justement, c'est l'accès à tous les excès. Vous avez du meilleur comme le pire sur le net. Et on a du mal parce que les gens disent n'importe quoi sans vérification aucune. Et c'est là tous les problèmes. Le problème ne se pose pas seulement au Cameroun. Il s'est posé même à l'UNESCO, c'est-à-dire à l'ensemble des pays membres de l'UNESCO. Comment gérer le cyberespace avec tout ce qui se dit et tout ce qui se fait sur le cyberespace? Donc, c'est un problème auquel nous sommes confrontés. Nous n'avons pas encore, malheureusement, de solution par rapport à cela. Mais nous y essayons. Je crois que là aussi... En menaçant peut-être ceux qui utilisent... Non, pas en menaçant. Il faut que l'information soit fondée. Il faut que l'information soit recoupée. Ils se substituent aux journalistes et ce ne sont pas des journalistes, malheureusement. Et c'est là encore la sphère du journalisme qui est empiétée, qui est, à mon sens, piétinée. Peut-être que les journalistes doivent réagir autrement par rapport à cela. Mais je crois également que nous devons intervenir sur le cyberespace, nous aussi, pour défendre nos positions, pour dire ce que nous sommes, sinon on dira ce que nous ne sommes pas. Donc, ce sera donc, le cyberespace devient une sorte d'espace symbolique de lutte entre la vérité et le mensonge. Et nous devons être là pour dire ce qu'est la vérité telle que nous la voyons. D'accord, le SNJC a demandé l'accès à l'information. Est-ce que tout est à diffuser? Est-ce qu'il y a des choses à cacher au Cameroun auxquelles les journalistes n'ont pas accès, Denis Kwebo? Alors, vous êtes membre du syndicat et journaliste. Tout le monde connaît notre religion en la matière. Chaque année, avant 2016, le 3 mai, le syndicat national des journalistes du Cameroun imprime des exemplaires de la charte universelle de Munich et distribue à ses membres. Nous avons proposé au gouvernement de la République du Cameroun de voter une loi qui porte accès à l'information, libre accès à l'information. Et nous avons dit qu'il faut que les journalistes se tiennent tranquilles. Il n'y aura pas de prime aux dérives. Parce que même aux États-Unis, j'ai également étudié le FOIA, le Freedom of Information Act, qui est la loi américaine qui porte libre accès à l'information. Ce n'est pas suffisant. Parce que lorsque le Washington Post, le Watergate demande
au ministère du Travail, par exemple, de donner les statistiques sur les licenciements survenus au Cameroun ces 20 dernières années. Là-bas, quand vous demandez aux États-Unis, ils vous donnent tous les licenciements qui ont eu depuis l'histoire des États-Unis. Ici au Cameroun, vous avez demandé et vous n'en avez pas. Là-bas, je voulais parler des limites même de la loi. On dit que devoir de discrétion. Non, ils vous donnent 300. Non, aux États-Unis, ils vous donnent 350 000 tonnes de documents. Vous avez encore la difficulté d'aller là-bas. Donc, il ne faut pas seulement manipuler les concepts. On veut avoir libre accès à l'information. Il y a des mairies qui tiennent des sessions où on parle par exemple, du compte administratif, on vote de compte administratif avec tous les détails. Est-ce que les journalistes partent s'asseoir pour voir comment lire est-ce le que compte le budget... administratif. Ils ne lisent pas le compte. Je veux dire que ce n'est le problème, et là je peux dire sur les deux points, sur la liberté d'accès à l'information et même sur Internet, en un point disant que la différence entre deux journalistes est toujours claire, c'est-à-dire entre le vrai et le faux, le bon et le mauvais, c'est que l'un est professionnel, l'autre ne l'est pas. Lorsque vous êtes un professionnel, votre formation professionnelle à l'école de journalisme ou sur le tas règle toutes ces questions. Est-ce que toutes les informations sont bonnes à diffuser? On ne pose pas cette question à un journaliste professionnel. Il sait qu'il y a des informations qui sont de nature. Il y a des Français qui sont arrivés ici l'autre jour. Ils voulaient faire des films. Ils sont venus, j'étais fixé dans une enquête. Ils ont voulu faire des films. C'est moi qui étais le fixeur. J'ai dit, vous ne faites pas ces films. Il dit, pourquoi? J'ai dit que on appelle ça en anglais false light. Vous n'avez pas exposé un endroit sécurisé à la lumière de votre pays. Il dit, non, vous ne filmez pas. Il dit, si vous filmez, j'appelle la police parce qu'ici, on ne filme pas. Merci beaucoup, Denis Kobo. Alors, monsieur le ministre, on est en train de sortir de ce débat. On a parlé beaucoup de la recrudescence des morts dans les hôpitaux ces jours-ci. Et à cette occasion, des voix sont levées pour demander une loi sur la santé et la sécurité sociale au Cameroun pour que les travailleurs puissent, par exemple, se prendre en charge par des personnes. Bien sûr, je vous permettrai de répondre. Parce que vous lui avez dit ça, qu'il y a un ministre ici. Oui. Non, je crois que le problème de l'accès à l'information aujourd'hui, si vous le posez, c'est qu'on est quand même quelque part un peu de mauvaise foi. Parce que l'information est disponible, mais faut-il encore la chercher? Absolument. Tous les ministères ont les cellules de communication, pour ne parler que des ministères. D'accord. Nos administrations décentralisées ont des responsables qui s'occupent de la communication. Ils peuvent vous donner tous les textes quand ils sortent. Moi, je suis ferme là-dessus parce que je sais que ça fonctionne et ça doit fonctionner comme ça. D'accord, c'est compris. Quand les textes sont confidentiels, communique. On vous dit ce texte est confidentiel. Il y a accès à l'information au Cameroun. Moi, j'ai dit, les gens ne cherchent pas. Vous avez vu les lettres qui vont jusqu'au président de la République confidentielles qui paraissent dans la presse dans ce pays. Qu'est-ce que vous me racontez là? Vous avez vu des lettres? C'est des fuites. Quelle fuite? C'est un acte organisé, peut-être? Non, dans le cadre d'une fuite? Il ne faut pas confondre les fuites avec l'accès à l'information. Des textes relevant du secret de défense qui circulent dans tous les sites. Parce que vous réglez vos problèmes. Il y a eu un texte de Missona. Par contre, c'est moi qui ai encore la parole. Oui, pour terminer, vraiment, parce qu'on va sortir sur cette question. Par contre, le cyberespace, il faut qu'on fasse attention. Il y a tout. Moi, je vous dis une anecdote en 30 secondes. Je me retrouve quelque part, hors du Cameroun. Je voudrais travailler sur la constitution de la République du Cameroun. J'ai interrogé 8 sites. Je n'ai pas eu la bonne version de la constitution. Parce que moi, je connaissais la constitution. Je pouvais reconnaître que ça, ce n'est pas la bonne version. Il faut qu'on fasse attention. Et c'est parmi des sites les plus inimaginables. Sortez d'ici, interrogez certains sites dont les plus insoupçonnables. Vous verrez que tous disent Constitution du Cameroun, mais quand vous allez lire, c'est la Constitution d'il y a des années. Et maintenant, sur cette loi, est-ce que vous êtes prêt à porter cette loi? J'entends que je vous en prie. S'il vous plaît. Je vous en prie. Par contre, je ne suis pas Facebook. Le ministère a une adresse dans son site. Ce qui est grave, monsieur le ministre, vous n'êtes pas sur Facebook. Comment vous communiquez? Comment je communique? Il n'est pas Android. Est-ce que j'ai besoin de vous dire comment je communique? D'accord, vous n'avez pas besoin de le dire. Mais et cette loi sur la santé et la sécurité sociale, est-ce que vous allez la porter? Rassurez-vous, je communique avec les gens avec qui je dois communiquer. Et cette loi sur la santé et la sécurité sociale, qui est très attendue pour les travailleurs, pour qu'ils puissent quand même être
soutenus dans leur combat, parce qu'une enquête de mutation la semaine dernière assure que moins de 500 000 Camerounais sont couverts et que les dépenses des ménages en soins sont proches de 600 milliards de francs CFA chaque année. Je voudrais vous dire 2 ou 3 choses, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps sur cette histoire de sécurité sociale. Oui. C'est d'abord un souci majeur du chef de l'État qui a donné des instructions qu'il faut qu'on travaille pour la sécurité du plus grand nombre. C'est cela clairement, et c'est sur ça, j'allais vous dire, c'est ça un peu notre feuille de route pour la réflexion sur cette affaire. Mais il faut que vous soyez conscient, je n'ai pas voulu évoquer ça tout à l'heure quand on parlait d'un SMIC, c'est qu'à la base, il y a un problème économique important dans chaque pays pour régler le problème de la sécurité sociale. Et nous n'allons pas emprunter les chemins que vous connaissez tous, parce qu'on voit aujourd'hui les effets que fait la sécurité sociale dans ce pays. Nous avons d'abord engagé un certain nombre de réformes qui étaient importantes, qui montrent où on s'en va. Je vais vous dire, on a commencé déjà il y a 4 ans et demi. D'abord, la CNPS, qui est le bras séculier de l'État dans la matière, a commencé par subir une réforme importante. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'était fondamental. Jusque-là, la CNPS avait un statut de banquier. Il fallait déjà sécuriser les fonds de la sécurité sociale. Ça a été retouché et c'était très important. Alors, quand vous arrivez, que vous revoyez les avantages des gens, ce n'est pas pour vous attirer des amis, mais ils ne sont pas toujours prêts à comprendre que c'est pour le bien du plus grand nombre. Parce que quand les gens savent qu'ils sont dans une société où on peut réviser les salaires tous les 2 ans, on peut avoir tel avantage, alors qu'ils n'appartiennent pas à cette branche sociale, qui est les banques, ça a été un combat difficile. On l'a mené, on l'a gagné. Et il y a un certain nombre de réformes qui ont continué. Le chef de l'État a pris des décrets. Le Premier ministre a pris des décrets. On avance. Ce que je voudrais que les Camerounais retiennent aujourd'hui, c'est que c'est un souci du gouvernement, mais ce n'est pas une affaire facile. Je vous donne un indicateur. Pour terminer, vraiment. Vraiment pour terminer. Oui. Pour suivre les femmes enceintes, le ministère de la Santé dit au prix public 60 000 francs pour une grossesse. 60 000. Quand on vous dit dans les statistiques que il y a plus de 800 000 femmes qui sont grosses tous les ans, si on arrondit à 200 000, à 1 million, ça vous fait 60 milliards de francs CFA. Il faut les trouver. Ça, c'est pour une seule... France ce n'est pas une maladie encore. Hein. Merci beaucoup. On n'est pas encore dans les maladies. Je vais permettre qu'on prenne ce reportage de la semaine avec cette Roumanie qui pleure Patrice Eken, notre compatriote tombé sur l'aire de jeu il y a quelques jours, mort à 26 ans après un malaise, et une enquête est déjà ouverte, selon la presse européenne, par le parquet de Bucarest pour savoir si, entre autres, il n'a pas été bien pris en charge et à temps. Réaction dans les familles dans ce reportage des Belloling. Stade de Bucarest. 62e minute de jeu, Patrick Eken remplace son coéquipier. Son club, sur ses propres installations, mène au score le Viitorul Constanta, 3-0. L'international camerounais se porte visiblement bien. Menant à la marque, le Dynamo de Bucarest joue à un rythme modéré. 6 minutes vont passer sans ennui. Mais à la 69e minute, un joueur s'écroule dans la surface du rond central. C'est Patrick Eken qui est au sol. La rencontre est tout de suite arrêtée. Les coéquipiers accourent, les secours aussi. Le jeune lion est visiblement en agonie. L'équipe médicale tente de le réanimer. 2 minutes après, Patrick Eken sort de la pelouse à bord d'une ambulance. Le stade est sous le choc. Le numéro 14 qui vient de faire son entrée a définitivement raccroché ses godasses. Atmosphère lourde, ce 7 mai 2016, sous le ciel Longusso à Yaoundé, quartier qui abrite le domicile de la famille Eken. Le logis porte le deuil. La maisonnée observe le silence, entonné par la mère du défunt, qui a pris place sur la véranda face à l'unique accès qui mène au domicile, comme pour attendre son fils
qu'elle espère encore revoir de sitôt. Patrick Eken ne reviendra plus. La nature elle-même s'est faite messagère de la triste nouvelle. Sa mère est sous le choc. C'est douloureux, mais on accepte la sentence du Seigneur. Je pense que Patrick n'était pas comme tous les autres. Quatrième dans une fratrie de 6 enfants, Patrick Eken était un être exceptionnel aux yeux de son entourage. Je garde le souvenir de quelqu'un de bien, sociable, très gentil, généreux. J'étais très fière de lui, très fière de lui. Derrière lui, on m'appelait la sœur du pro. Derrière lui, il était notre sujet de joie. J'ai vu cet enfant naître, il marchait avec mon fils très intime, il venait à la maison. Et avant-hier, on a parlé d'ailleurs sur Facebook. Il me disait qu'après ce match, il serait en train de repartir en France pour passer quelques temps. À 26 ans, le destin de Patou, comme on l'appelait affectueusement ici, bascule brutalement. Pour son projet, sa famille en mélancolie, sa fille qui a à peine 2 ans et son épouse, tout s'est arrêté. Né le 26 mars 1990 à Yaoundé, Patrick Eken a fait ses débuts en 2008 dans le canon sportif de Yaoundé. Patrick Eken arrive à cette période en 2008 lorsque le coach Atangana est là. Et déjà, il est déniché parce que faisant partie de l'effectif de ceux qui évoluaient au compte du lycée de Nkondongo avec M. Abolo, Sema Bolo Georges comme encadreur de cette équipe-là. Bon, M. Atangana vient un jour regarder, il dit mais ça c'est un enfant qui a du talent, donc voilà comment est-ce qu'il arrive ici. Et que le coach Atangana décide de lui faire confiance, parce que de temps en temps, en l'injectant dans certaines rencontres, parce qu'il faut bien le dire, il n'avait pas commencé comme titulaire parce qu'il était tout jeune. En 2009, il dépose ses valises dans le Mans FC, club de 2e division française, avant d'être prêté à Rodez FC. En 2013, il signe au FC Lausanne et 1 an après, il est repéré par le Cordoue FC. Le milieu de terrain camerounais jettera ensuite son dévolu au Dynamo de Bucarest, club qui le verra tomber dans la fatidique rencontre de ce 6 mai 2016. Sous les couleurs de son pays, il a évolué à l'équipe nationale junior, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie en 2009. Quelques années plus tard, il intègre la sélection nationale. Marié et père d'une fille, Patrick Eken emporte avec lui tout son talent. En tout début de cette émission, Monsieur le ministre, vous avez déjà adressé vos condoléances à la famille. On ne va pas revenir sur ce cas. On termine avec vous. Commençons par Dr Mabou. Alors, on sort de cette célébration, journée de la liberté de la presse et puis du travail. Qu'est-ce que vous retenez finalement? C'est que le secteur de la presse ou les travailleurs de la presse se portent bien, ou bien qu'est-ce qu'il y a à faire pour changer cela? Globalement, la presse se porte bien au Cameroun. Je dis bien globalement. D'accord. Mais il y a des secteurs dans lesquels il faut encore travailler. Il y a une infra-presse, si vous permettez l'expression, qui pose problème. D'accord. À travers le chantage, à travers la corruption, à travers le... Je ne sais pas, tous les maux de la presse, cette infra-presse. Et comment juguler tout ça? Je crois que le ministère essaye de mettre sur pied véritablement une carte de presse qui va faire le tri entre ceux qui sont véritablement journalistes et ceux qui ne le sont pas. Et pour obtenir cette carte de presse, il faudra montrer son affiliation à la CNPS. Donc là également, ça va régler on règle ce problème-là. D'accord, merci à vous. Denis Kwebo, le syndicat retient quoi? La liberté de la presse, l'accès à l'information et puis le travail décent. Finalement, on sort d'ici avec quoi? Mais nous sommes un syndicat des travailleurs des médias, c'est-à-dire que notre travail, c'est de contribuer et veiller au respect des intérêts sociaux professionnels des travailleurs. Les autres notions accessoires ne sont pas centrales au travail que nous faisons. Nous disons que la priorité pour nous, c'est de jeter les bases saines de l'existence des entreprises de presse. D'accord. Les bases saines, c'est quoi?
c'est que toutes les parties prenantes, l'État, les employeurs des médias, les travailleurs des médias, reviennent ensemble dans un cadre concerté pour se soumettre chacun au respect des conventions qui régissent le monde du travail. Le reste, on va faire. Il faut aussi dire que tout est rapport de force dans la vie et le syndicat national des journalistes du Cameroun compte ses membres. Nous avons, il faut dire un grand merci à M. Emmanuel Tchateux qui est le seul patron de presse aujourd'hui à avoir contribué à hauteur de 4 millions de francs CFA au travail que nous faisons. Et ça fait partie des prérogatives des chefs d'entreprise d'aider les syndicats de leur secteur d'activité à se développer. Parce que lorsque vous avez un syndicat fort dans un secteur d'activité comme le nôtre, si à côté il y avait un syndicat de patrons, l'État aurait des interlocuteurs valables. Dans un cadre concerté, on pourrait discuter de toutes questions. Mais quand les gens sont éparpillés entre les journalistes qui parlent arabe, ceux qui parlent anglais, ceux qui parlent français, les journalistes qui sont de telles régions, c'est pas ça la construction d'une corporation forte. Merci beaucoup, Denis Kwebo. Monsieur le ministre, on a beaucoup entendu parler du travail décent. Vous avez dit que les concertations vont se poursuivre tout le long de l'année sur ce thème. Comment cela va se décliner? Ça va se décliner par diverses concertations, diverses conférences, diverses rencontres entre les employeurs, les travailleurs à travers leurs syndicats. Mais il est important, à mon humble avis, qu'on y travaille, parce que c'est cela l'avenir et c'est pour l'avantage, l'intérêt du pays, c'est pour l'intérêt des entreprises et des organisations de travailleurs. Et je dois dire que dans une échelle comme celle que je disais entre 1 et 10, vous avez déjà des entreprises comme la CNPS qui sont autour de 8-9, ou la CRTV, ou la BEAC, ou Camrail. J'espère qu'après tout ce qu'on a dit ici, vous pouvez répondre à la question. Je ne suis pas venu vous poser des questions. Vous pouvez répondre à la question si Canal 2... Si on a du travail décent à Canal 2, ministre, c'est vous qui devez nous dire. Moi, je peux vous dire que quand on viendra enquêter à Canal 2, on répondra à cette question. Donc moi, je pense qu'il faut que les Camerounais comprennent que les employeurs ont leur responsabilité, il faut qu'ils l'assument. Les travailleurs aussi ont la leur, il faut qu'ils l'assument pleinement. Parce qu'on doit y arriver pour l'intérêt de notre pays. Jean Takougan, vous avez décidé de terminer par le deuxième sujet que nous n'allons malheureusement pas aborder, faute de temps, sur les relations Cameroun-Nigéria avec le président Paul Biya qui était à Abuja cette semaine, 48 heures de visite avec quoi que vous retenez comme au finish de cette visite? C'est que d'habitude, on lui reproche de ne pas rendre visite à ses voisins. Avec tout ce que nous subissons de Boko Haram, je suis quand même très content qu'il ait décidé d'aller au Nigeria. Et je crois que là-bas, ils n'ont pas seulement parlé de Boko Haram. Je crois que là-bas, Buhari lui a montré que bien que le Nigeria soit l'épicentre de Boko Haram, les autres partis politiques déploient leurs activités sur le terrain sans être poursuivis par la police. J'espère que là-bas, on lui a aussi montré qu'on peut parler de l'alternance dans un tel pays sans aller en prison. Et j'ai même vu comment le président Buhari lui montrait des photos des présidents qui sont passés avant précédé. Lui. Donc, je crois qu'il a enfin compris que l'alternance n'est pas un sujet tabou et qu'on peut laisser tous les partis de se déployer sur le terrain. J'imagine qu'il y aura une réaction sur ce plateau. Excusez-moi de réagir en disant qu'il n'a jamais pensé ça un seul instant, que l'alternance est un sujet tabou. Et que l'alternance pourrait se faire aussi à l'intérieur des formations politiques. Merci monsieur, merci à vous. Merci à vous, s'il vous plaît. On ne va pas repartir sur un autre débat, s'il vous plaît. La norme, c'est 35 ans. C'est bon. Alors, les rendez-vous de Canal 2 International, ce soir après le journal de 20h, Charlie Gabriel Mbok descend dans l'arène. C'est le porte-parole de l'UPC qui sera face à 2 gladiateurs sous l'abritage de Rodrigue Tongué. Ne ratez donc pas le duel qui est devenu une rubrique où presque tous les coups, dont le coup fatal, sont très attendus. Et bien sûr, la semaine prochaine, j'aurai le même plaisir à vous retrouver avec d'autres invités. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Docteur Mabou, Jean Takougan, Denis Kwebo, d'avoir fait le déplacement pour ce plateau. À la semaine prochaine et merci de rester sur Canal 2 International. Au revoir.
Canal 2 International, votre télévision.